Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table. Rendez-vous aujourd'hui avec le prêtre jésuite Gaël Giraud, l'ancien chef économiste de l'Agence française pour le développement, tire les leçons de la crise et nous invite à nous indiscipliner, à développer aussi une économie des relations dans un dialogue fructueux et passionnant avec l'économiste sénégalais Felwine Sarr, dans un livre qui paraît L'économie à venir aux éditions Les liens qui libèrent. Gaël Giraud sera notre invité à partir de 12h55. Mais d'abord, la pianiste Vanessa Wagner a retrouvé ou va retrouver le chemin des concerts, des festivals et des studios d'enregistrement. Apparaître sur le label La Dolce Volta, un disque This is America à deux pianos avec William Lachumia, où elle interprète l'héritage des grands compositeurs d'outre-Atlantique, de John Adams à Steve Reich, de Philip Glass en passant par Leonard Bernstein. Elle est notre invitée, Vanessa Wagner, à écouter tout de suite sur France Culture. La grande table. Olivia Gesbert. Vanessa Wagner, par ailleurs directrice artistique du Festival de Chambord, dont la 10e édition se tiendra cette année du 3 au 17 juillet. Quelle musique offrir à un public privé de liens et de notes depuis des mois? Bonjour Vanessa Wagner. Bonjour. Vous avez dû, on l'imagine, beaucoup réfléchir à cette question, d'autant que pour ce festival de Chambord, c'est une édition anniversaire, 10 ans. Et vous avez donc concocté 17 soirées avec notamment Les Siècles et Sol Gabetta pour Saint-Saëns, Les Arts Florissants en concert lecture avec Éric Corsena, Alexandre Tarot en concert en forêt avec la Grande Volière, hein, et puis aussi il y aura ce disque qui se retrouvera sur scène interprété en duo par vos soins avec le pianiste William Lachumia. Vous y chanterez en musique au piano avec vos notes du Glass, on l'évoquait, du Bernstein, du Monk et tous ces grands compositeurs américains que vous affectionnez. C'est intéressant une programmation parce que ça dit forcément quelque chose de son programmateur ou de sa programmatrice en l'espèce et de ce qu'elle a en tête, dans le cœur, dans l'estomac, dans le ventre à un moment donné. Et dans cette programmation, on a l'impression qu'il y a tout vous, qu'il y a vos amitiés, qu'il y a vos affinités, qu'il y a ceux qui vous ont accompagné durant cette dernière année peut-être aussi. C'est une envolée, cette programmation. Cette programmation, c'est effectivement une programmation anniversaire de ces 10 ans qu'on a manqué l'année dernière pour cause de pandémie. Et dès que j'ai eu cette proposition par Jean Dossonville, qui est le directeur général du château de Chambord, j'ai effectivement... je me suis dit que c'était une programmation, c'est une responsabilité. Et comme vous le disiez, pour moi, il faut vraiment que ça ait un sens. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement des noms de solistes connus qui s'enchaînent les uns les autres. J'avais vraiment le désir de ce que j'essaie de faire aussi dans ma carrière, c'est-à-dire parcourir des répertoires, aller de curiosité en découverte, bien sûr aller dans le grand répertoire que les gens affectionnent, mais aussi leur montrer des chemins de traverse, leur faire découvrir des nouveaux langages, des nouvelles personnalités. Et effectivement, une programmation dit quelque chose, bien sûr, de son programmateur, mais le château de Chambord en soi était déjà tellement imposant et il y avait une telle identité déjà dans ce lieu que je voulais vraiment y apporter à la fois éclectisme et modernité. Ce château, il peut accueillir autant du baroque que du contemporain. Ça a été un lieu de grande création, un lieu de modernité, un lieu d'innovation et aujourd'hui, il ne fallait pas que ça soit un poids écrasant, historique, où on se dit, bon allez, on va faire que du baroque justement ou que se ramener à Lully et Molière. J'avais vraiment envie de montrer la pluridisciplinarité de notre champ d'expression. This is America, cet album, il a été enregistré juste après le premier confinement. Oui. Alors lui aussi, il dit quelque chose de ce moment dans lequel nous vivons tous. Est-ce que c'est pour vous un album Madeleine, une sorte de retour aux sources à des compositeurs qui ont compté pour vous ? C'est des compositeurs qui comptent aujourd'hui beaucoup et que j'avais un peu que j'ai découvert assez jeune. Je me souviens du grand choc qu'a été la découverte de City Life, par exemple, de Steve Reich, ou bien de Einstein on the Beach, évidemment, et de Philip Glass, et qui ont été pendant de nombreuses années et qui continuent à l'être d'une partie de mon milieu, qui ont été assez
méprisé, décrié ou alors carrément laissé de côté. Parce que ce terme minimalisme ou musique répétitive peut agacer, faire peur ou être sujet à du mépris. Et en fait... Vous dites de votre milieu, pardon, mais quel est votre milieu du coup? De quelle famille vous parlez? La famille musicale, la famille de la musique classique, savante, voilà, des grands noms, des grands compositeurs, ce qu'on appelle la musique, la musique un peu la musique savante. Voilà. Et alors ce répertoire-là, il était perçu minimaliste, il était perçu comme trop populaire à la fois, ou au contraire trop difficile, trop non, en fait, trop basique. Je m'en rends compte avec le recul, c'est vraiment un langage qui a complètement explosé certaines frontières, il y a un langage complètement novateur qui a découlé de tout ça, et puis aussi des influences dans le monde de la musique électronique, la musique de film. Et en fait, ils ont ces personnes, Philip Glass notamment, mais bien sûr aussi Steve Reich ou Terry Riley, ils ont vraiment inventé un langage et fait éclater quelque chose qui a donné plein de petits. Et en ça, c'est vraiment quelque chose de complètement essentiel dans ce qui en a découlé aujourd'hui. Voilà, alors Philip Glass, vous évoquiez Einstein on the Beach, on pourrait parler de ces Glassworks aussi, c'est le début des années 80, depuis ça a éclaté, et il en a influencé une génération, voire deux de musiciens, de Brian Eno à Danny Elfman, à David Bowie, parce qu'il faisait aussi des musiques de films, il fait encore Philip Glass. On va l'écouter dans dans un extrait de cette interprétation que vous en faites en duo, donc avec votre partenaire Willem Lachumia à deux pianos. Je sens que toutes les musiques que j'ai composées, j'ai commencé à composer une musique quand j'ai 15 ans et j'ai commencé la musique jusqu'à 29 ans. Et je pensais que toutes les musiques que j'ai composées, c'est la musique, c'est pas moi, c'est la musique de mon professeur, de mon ami, des autres compositeurs. Et par hasard, je crois, simplement, quand j'ai 30 ans, j'ai complètement rompu avec la musique d'autrefois, les musiques que j'ai écrites moi-même jusqu'à j'ai 30 ans. Et j'ai commencé à faire une autre musique. Et cette musique, d'abord, cette musique, on dit maintenant c'est répétitif, mais pour moi, c'est pas, ça donne mal un sens de répétitif. Pour moi, c'est une musique sans histoire. C'est une musique
plein d'émotions, mais pas une émotion de narrative. C'est une émotion, en certain sens, complètement différente. Alors, ils ont le sens de la contradiction, hein, nos amis compositeurs américains. C'est Meredith Monk qui dit qu'elle ne fait pas une musique minimaliste, mais qui préfère le terme maximaliste. C'est Philip Glass qui n'aime pas trop l'étiquette de musique répétitive et qui lui préfère l'idée ou les mots d'une musique sans histoire, mais pleine d'émotions. Quelle émotion vous procure-vous sa musique, Vanessa Wagner? C'est effectivement une musique assez mystérieuse et assez magique parce que avec des moyens extrêmement simples et des harmonies, des tierces mineures et évidemment cette répétition qui est assez radicale parce que la musique de Glass emmène, comme dans ce terme répétitif, mais il y a une certaine transe et une expansion du temps qui est vraiment très belle et ça, il y a cette magie qui s'instaure dans des enchaînements harmoniques tout d'un coup qui sont hyper émouvant et puis ce temps allongé et puis cette douceur et puis voilà moi c'est une musique que j'adore et que j'écoute vraiment beaucoup qui a aussi souffert peut-être d'être copié, mal copié et dans les compositions de Philip Glass lui-même il y a quelque chose qu'on retrouve nulle part ailleurs. Il le dit, Philip Glass, aussi dans ce court entretien. Il revient sur ceux qui l'ont influencé. Et il dit qu'il faut parfois aussi en passer par les autres pour trouver sa propre voix, sa voix VOIX, mais aussi son chemin VOIE peut-être pour vous. Est-ce que vous le vivez comme tel? Est-ce que ce sont ces détours aussi, ces pas de côté, ces chemins de traverse que vous empruntez depuis une vingtaine d'années qui vont vous permettre ou qui vous ont déjà permis de trouver exactement maintenant, aujourd'hui, votre identité, votre singularité? Je crois, oui, que en tout cas, j'ai aujourd'hui trouvé, alors on appelle ça chemin de traverse, on appelle ça éclectisme, je sais pas. Avec l'âge, c'est un peu un cliché de le dire parce que voilà, j'ai fini par réaliser la carrière qui me ressemble et ces pas de côté m'ont permis de me trouver effectivement et d'être à nouveau vraiment comblée et heureuse de mon métier. J'ai eu un rapport assez conflictuel avec ce qu'on appelle la carrière, avec mon milieu, terme que vous me faisiez remarquer tout à l'heure. Quel est ce milieu exactement? Mais je me suis toujours sentie un petit peu à côté, pas complètement bien dans cette recherche du succès ou de la compétition, de faire des concours, d'essayer de jouer dans le même répertoire tout le temps, tel concerto, tel passage obligatoire, quoi. Et moi, je me retrouvais pas vraiment là-dedans, même si j'ai essayé de le faire, bien sûr, parce qu'il faut faire ses armes, parce qu'il faut prouver qui on est, etc. Et puis, en fait, en ayant un petit peu de courage et aussi en voulant aussi me sauver moi-même, en fait, j'ai eu ce parcours qui a été fait de beaucoup de curiosité parce que je suis fondamentalement faite de ça, que j'ai eu un milieu social et culturel qui m'a emmenée là-dedans, qui m'a fait m'intéresser à l'art plastique, à plein d'autres styles de musique, à la peinture, la littérature, et tout ça m'a nourri et m'a donné envie de voilà, cette phrase que je cite assez souvent, mais qui est un de mes mantras de ma vie et de ma vie surtout musicale, artistique, c'est marche sur ton chemin parce qu'il n'existe que par tes pas. Et j'ai vraiment l'impression de creuser un sillon qui m'appartient, qu'on peut comprendre, aimer ou pas, mais en tout cas dans lequel je trouve ma réalisation. Ça, une liberté sûr. Aussi. Et ma liberté, bien entendu. Et vous savez où vous allez ou vous ne voulez pas savoir? Non, il n'y a pas une destination. Non, il n'y a pas de destination et j'espère que le chemin est long et encore plein de découvertes et c'est vrai que en allant vers ce répertoire donc dit minimaliste, mais on a bien entendu que ce terme n'est pas convaincant pour personne et de toute façon assez réducteur. J'ai aussi découvert justement tous les bébés, si je puis dire, qu'ont créé ces compositeurs-là, et qu'il y a une sorte de nouvelle scène hyper intéressante qui est
quasiment jamais joué en Europe, et notamment en France, et que je prends un plaisir absolu à découvrir, et ça fera l'objet d'un de mes prochains disques. Et pour ce premier concert parisien que vous allez donner le 7 juin, ce sera au Bouffe du Nord, après Coulommiers la semaine passée, vous avez convoqué donc ces compositeurs brillants américains comme Bernstein, comme Glass, ou encore comme Meredith Monk, célèbre pour son ensemble et ses compositions vocales. On écoute un extrait de Ellis Island. Et le disque This is America s'ouvre avec ce morceau, ce Ellis Island de Meredith Monk. Ellis Island, c'est l'île par laquelle transitaient les migrants avant leur arrivée sur le territoire américain, avant de poser un pied à New York. C'est l'île où tout commence, où le voyage commence réellement. Et c'est aussi par donc cette étape-là que vous êtes passé, vous, pour pouvoir ouvrir les portes et le répertoire de ces compositeurs américains. C'est une femme, Meredith Monk, à la croisée des arts. Hein. Vous l'avez rencontrée? Non, malheureusement. Vous lui avez envoyé ce disque. Vous leur avez envoyé d'ailleurs. Alors j'essaye. Alors j'ai le mail de son manager, donc je vais la prévenir. Et j'essaye aussi de contacter John Adams parce que j'aimerais énormément, bien sûr. Et puis Glass, parce que c'est aussi la chose de ce disque, c'est à part Bernstein, mais qui était quand même très important à mettre en perspective avec eux, parce que c'est Bernstein, il a été un des premiers justement à ouvrir. On parle de démocratisation culturelle aujourd'hui beaucoup, c'est un sujet qui est très dans l'air du temps, mais lui il l'a fait il y a fort longtemps déjà en ouvrant justement il faisait des espèces de concerts où il prenait la parole, où il y avait une liberté qui s'est instaurée. Et puis il a écrit évidemment ce West Side Story qui est pour vraiment dans un moment qui était extrêmement conservateur, où il a complètement justement éclaté des codes et lui a participé vraiment à ce mouvement minimaliste qui a suivi, qui donc a mélangé beaucoup d'esthétique. Donc, à part Bernstein, ils sont tous vivants. Ils sont tous vivants, ça, la absolument. Vous aimeriez qu'une Monk, qu'un Philip Glass compose quelque chose pour votre piano? Ah, j'adorerais évidemment, mais ils sont assez âgés quand même aujourd'hui. Et puis, Philip Glass, c'est devenu quand même une icône. Enfin, c'est une espèce de star mondiale. Donc, j'ai pas encore osé demander. Je sais que Steve Reich n'écrit plus et ne prend plus de commandes. Et Meredith Monk, je pense qu'elle est aussi, elle est encore active. Hein. Je vois ce qu'elle fait. Elle danse, elle chante encore. Et
puis elle fait pas mal de concerts. Oui, et elle a ce sens de, alors comme on disait, éclectisme, là encore le mot était compliqué à trouver, mais que vous partagez avec elle. Vous avez, vous, ajouté au répertoire musical que vous pratiquez jusque-là des collaborations originales avec des chanteurs comme Arthur H, avec des musiciens de musique électronique ou encore avec le cirque et la danse, ce qui est important aussi dans l'œuvre d'un Philip Glass comme d'une Meredith Monk, ces partages pluridisciplinaires. Juste un mot de la salle des Bouffes du Nord que vous allez prochainement retrouver à Paris. Vous commencerez petit, pas par une philharmonie, pas par un grand auditorium, mais donc par ce théâtre que Peter Brook a fait renaître en 1974, ce lieu qui est quand même unique aussi, qui avait été construit au 19e et qui était destiné au répertoire de café-concert, qui est aujourd'hui classé monument historique. Quelle âme a ce lieu pour vous ? C'est un théâtre que j'adore, extrêmement important en plus dans mon parcours professionnel. J'y ai fait un de mes premiers récitals parisiens en 99 et depuis je n'ai cessé régulièrement d'y être invitée. Et c'est ce théâtre qui a à moitié brûlé avec ce mur rouge iconique. Enfin, il y a vraiment une âme, une atmosphère complètement unique, et y jouer à chaque fois c'est une très très grande émotion, et je suis très heureuse de pouvoir être fidèle, ou que ce théâtre me soit fidèle ou y être invitée régulièrement. C'est vraiment un endroit qui est porté en plus par une extrêmement belle programmation, justement, qui mêle aussi le théâtre, la musique classique et la musique moderne et la création. Enfin, c'est extraordinaire. Et l'acoustique qui est particulière. Un mot peut-être du lieu où vous avez enregistré cet album, à l'Arsenal à Metz. Oui. Là, c'est une acoustique folle, celle qu'il fallait pour cet album-là. C'est aussi une salle que j'adore, où j'ai été en résidence et où j'ai aussi la chance d'être invitée régulièrement. J'aime beaucoup ces fidélités dans notre métier. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour les artistes et pour la façon dont on peut aussi mener des projets, qui ne soient pas juste aller faire une date et repartir le lendemain. Il y a aussi beaucoup de sens là-dedans. Et l'Arsenal, c'est une des plus belle salle dans l'acoustique aussi, quand on est dans le public, c'est merveilleux aussi. Et on a enregistré ça cet été. Les salles n'avaient pas réouvert, mais on pouvait quand même accéder sans public, et c'était assez magique parce qu'on avait été coupé de notre métier, de notre cœur, si je puis dire, pendant si longtemps. Et là, se retrouver tous les deux à enregistrer ça, c'était assez génial. Alors, tous les deux, parce que c'est effectivement un album en duo, à 2 pianos, avec Willem Lachumia. C'est assez évident que vous parlez la même langue, quand on vous entend dans ces extraits de Philip Glass, de Meredith Monk, qu'on a entendu. On n'aura peut-être pas le temps d'écouter Bernstein, mais pour ça, ou Adams, mais il faudra se procurer le disque. C'est intéressant aussi parce qu'on vous entend presque danser ensemble dans ce jeu. Il y a des moments où les pianos sont accordés, se superposent, et puis d'autres où ils se questionnent, ils se répondent aussi. Et ça m'a fait penser à un titre d'Arthur H, La boxeuse amoureuse. Arthur H, ça fait partie donc de vos collaborations à vous. On vous retrouve en concert, tous les deux, sur un morceau de Philip Glass. Elle est retrouvée. Quoi? L'éternité. C'est la mer allée avec le soleil. Âme sentinelle, murmurons l'aveu de la nuit si nulle et du jour en feu. Des humains suffrages, des communs élans, là, tu te dégages et voles selon. Puisque de vous seul, braise de satin, le devoir s'exhale sans qu'on dise enfin. Là, pas d'espérance, nulle oriature, science avec patience,
le supplice est sûr. Elle est retrouvée. Quoi? L'éternité. C'est la mer allée avec le soleil. Un poème d'Arthur R. de Rimbaud par Arthur H. Et cette musique de Philippe Glass, c'était extrait de l'étude numéro 5 avec vous au piano. Là, c'est le duo piano-voix. Juste pour préciser que ce concert a été capté et est à voir sur Arte. Ça a été capté l'an passé et qu'on vous retrouvera tous les deux le 9 juillet dans le cadre de cette programmation qu'on évoquait pour le festival de Chambord. Ce duo piano-voix qui nous ramène à ce duo piano avec Willem Lachumia. Qu'est-ce que vous cherchez, vous, dans les duos? J'ai passé beaucoup de temps seule à faire cette carrière de soliste, récital, donc voyager seule, travailler seule, être sur scène seule. Et je crois que je suis effectivement arrivée à un moment de ma vie où j'ai besoin aussi de m'enrichir de la présence de l'autre, qu'il soit effectivement musicien électronique, chanteur ou autre musicien, parce que j'ai ce duo maintenant avec Willem, et j'ai fait beaucoup aussi de concerts avec Augustin Dumay, qui est un ami, ou alors la présence aussi de Pascal Dussapin dans ma vie, qui a été très, très importante et prolifique pour moi. De se retrouver... C'est quoi? C'est une force, c'est une énergie différente ou au contraire, c'est peut-être un réconfort? C'est-à-dire qu'on peut se reposer sur le jeu de l'autre. Ça oblige à plus encore au sans faute ou c'est des béquilles, c'est des partages vraiment? C'est plus un partage, oui. C'est quelque chose... moi, j'ai senti que cette vie de récital et de solitude, elle m'a beaucoup convenu et j'en ai encore besoin. La solitude est quelque chose que j'aime infiniment et qui ne me fait pas peur. Mais tout d'un coup, d'être dans il y a un truc de partage et de générosité et effectivement d'enrichissement, parce que l'autre nous porte, nous apporte et nous soutient et nous galvanise, quand ça se passe bien en tout cas. Alors, tous ces camarades de jeu, vous les retrouverez dans le cadre du festival de Chambord, dont vous êtes la directrice artistique et qui se tiendra pour sa 10e édition du 3 au 17 juillet. Vanessa Wagner, je rappelle le titre de cet album consacré aux grands compositeurs américains que sont Adams, Bernstein, Glass ou encore Monk, et un Steve Reich, mais qui est en bonus, avec Willem Lachumia sur le label La Dolce Volta. Et puis une série de concerts, toutes les dates sont à retrouver sur notre site. Le prochain, c'est le 7 juin à Paris, au Bouffe du Nord, mais il y aura aussi Lyon, il y aura j'en oublie plein. On met tout ça sur le site. Merci mille fois à vous. Merci à vous. Merci.